Tout le monde pense savoir ce qui s'est passé à Tchernobyl. Il parle d'un tragique accident nucléaire, un événement qui a échappé à tout contrôle. Mais ce n'était pas un accident. J'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai été témoin de quelque chose de bien plus sombre, d'un projet secret que le gouvernement soviétique cachait sous la centrale nucléaire. Aujourd'hui, après tant d'années de silence, je vais enfin révéler la vérité sur ce qui s'est réellement passé à Tchernobyl. Je m'appelle Viktor Ivanov. Je suis né à Moscou, et dès mon plus jeune âge, j'ai su que mon avenir serait lié à l'armée. C'était la seule voie que je connaissais, celle où je pouvais prouver ma discipline et ma loyauté. J'ai été élevé pour servir la patrie, et c'est exactement ce que j'ai fait. Au fil du temps, ces qualités m'ont ouvert les portes d'une opportunité plus grande, la KGB. À la fin des années 70, j'étais déjà membre de cette agence, responsable d'opérations secrètes, où j'avais appris à manipuler les informations jugées sensibles par l'État. En 1986, peu après avoir fêté mes 37 ans, on m'a confié l'une des missions les plus sensibles de ma carrière: superviser les opérations à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Personne ne m'a expliqué pourquoi la KGB devait s'impliquer dans une telle affaire, mais j'ai compris que tout ce qui se passait là-bas revêtait une importance stratégique majeure. Je me suis installé dans la ville de Pripyat, où l'État m'avait attribué une maison à proximité de la centrale. Tout semblait être une mission de routine, l'une de plus dans la longue liste des tâches que j'avais accomplies au nom de l'Union soviétique. Mais tout a basculé la nuit où j'ai été témoin de quelque chose d'inexplicable, quelque chose que même toutes mes années de service et d'expérience ne pouvaient expliquer. Ni mon entraînement ni ma dévotion aveugle envers le parti n'auraient pu me préparer à ce qui allait suivre. À partir de ce moment, ma loyauté envers le système commença à vaciller. Le train m'a déposé à Pripyat à la fin de février 1986. Le premier contact avec la ville fut un vent glacial, coupant, accompagné de l'odeur âcre du métal et du charbon qui imprégnait l'air. Bien que petite, la ville semblait bien entretenue, presque accueillante. Les gens se promenaient dans les rues avec une tranquillité troublante, comme s'ils n'avaient aucune idée de ce qui se tramait près de chez eux. Le réacteur de la centrale de Tchernobyl était visible à une courte distance, son imposante silhouette dominant l'horizon. Bientôt, cet endroit allait devenir mon nouveau lieu de travail. En arrivant à la maison qui m'avait été attribuée, un simple bloc de béton identique aux autres, je m'y suis rapidement installé. Après tant d'années à la KGB, j'avais appris à ne jamais m'attacher à aucun endroit. Cependant, cette nuit-là, une étrange sensation m'a envahi, une inquiétude indéfinissable. Bien que le village paraisse endormi, une tension invisible flottait dans l'air, quelque chose que je n'arrivais pas encore à saisir. Le lendemain, un ordre direct m'a conduit à rencontrer le général Vladimir Kolev. Nous nous sommes retrouvés dans ce qui semblait être une simple installation civile, un bâtiment anodin niché dans les rues de Pripyat. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai compris que les apparences étaient trompeuses. La sécurité était bien plus stricte que prévu, avec des gardes armés, des contrôles d'accès et des regards méfiants. Kolev m'a accueilli dans un petit bureau sans fenêtre et, après les politesses d'usage, est allé droit au but. La centrale nucléaire de Tchernobyl n'est pas notre seule préoccupation ici, dit-il en allumant une cigarette. Il ne tarda pas à me révéler la véritable raison de ma présence. Ce que tu vas voir aujourd'hui, Victor, ne doit jamais quitter cette pièce. Nos ennemis nous observent de près, et nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Il me guida alors dans un couloir qui semblait banal jusqu'à ce que nous arrivions devant une porte renforcée. Après une identification rapide, la porte s'ouvrit, révélant un escalier secret. Nous descendîmes en silence, le bruit mécanique des machines accompagnant nos pensées. Le complexe souterrain où nous avons atterri était bien plus vaste que je ne l'avais imaginé. Je n'avais jamais rien vu de tel, même lors de mes missions les plus confidentielles. Le lieu était rempli d'équipements de pointe, de laboratoires et de cages renforcées, le tout baigné dans une lumière blanche et froide qui donnait à l'endroit une atmosphère irréelle. C'est là que j'ai rencontré Alexei Morozov, un homme maigre, au regard perçant et au visage marqué par l'arrogance. Il portait une blouse blanche, immaculée, comme si elle n'avait jamais été souillée par le désastre qu'il était en train de créer. « Bienvenue, camarade » me dit-il avec un sourire qui ressemblait plus à une moquerie qu'à une salutation. Il ne me tendit pas la main, mais cela ne m'étonna pas. Les scientifiques comme lui se souciaient rarement des formalités avec des militaires comme moi. Morozov ne perdit pas de temps et commença à me montrer ce qui, selon lui, allait définir l'avenir de l'Union soviétique. Ce que nous faisons ici changera le destin de notre nation, dit-il avec enthousiasme, tout en me guidant à travers les couloirs du laboratoire. Nous créons une nouvelle race de soldats, plus forts, plus rapides, capables de survivre dans des conditions extrêmes. Nous en aurons besoin pour la guerre qui arrivera inévitablement.
Ces mots résonnaient dans l'air, pleins de conviction. Nous sommes arrivés dans une salle où d'immenses tubes de verre contenaient des corps suspendus dans un liquide. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. Ils semblaient humains, mais quelque chose était terriblement déformé. Leurs membres étaient allongés de manière anormale, leurs torses gonflés comme des ballons remplis de gaz, et dans certains cas, leur peau était si fine qu'elle laissait apparaître leurs veines et organes, tordus de manière grotesque. Morozov m'expliqua, avec un détachement clinique, comment ils avaient combiné du matériel radioactif avec des drogues expérimentales et de l'ADN animal pour créer ces aberrations. Nous avons pris le meilleur des animaux les plus puissants, poursuivit-il, et nous l'avons fusionné avec l'ADN humain pour générer ces améliorations. Il parlait avec l'enthousiasme d'un artiste montrant son chef-d'œuvre, mais ce que je voyais n'avait rien d'artistique, c'était une abomination pure et simple. Dans une des cages, une créature me fixait, ses yeux enflés et déformés remplis de douleur et de rage. Je ne pouvais détacher mon regard de son visage mutilé, où des morceaux de peau pendaient en lambeaux, révélant des couches de chair rouge. Morozov m'expliqua que cette créature avait été un homme, un soldat volontaire pour l'expérience. C'était un patriote, dit-il, comme si cela justifiait ce qu'il y avait fait. Au fur et à mesure que nous avancions, je vis de plus en plus d'horreur. Des corps déformés, brisés puis reconstruits, des hommes transformés en monstres. Certains d'entre eux ne pouvaient à peine bouger dans leur cage. Certains avaient perdu tous leurs cheveux, d'autres en conservaient par endroits, ce qui ne faisait qu'accentuer leur apparence grotesque. Les déformations étaient extrêmes, des bras si allongés qu'ils touchaient presque le sol, des torses gonflés comme s'ils allaient exploser à tout moment. Ils étaient le résultat d'une expérience qui avait dépassé toutes les limites, tant morales que scientifiques. Nous perfectionnons le processus, m'avait dit Morozov, mais nous sommes très proches, très proches. À cet instant, tout ce que je pouvais ressentir était un mélange de dégoût et d'horreur. J'étais habitué à voir des horreurs durant mes années au sein du KGB, mais cela défiait tout entendement. Ces êtres n'étaient ni humains, ni animaux, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Malgré tout ce que j'avais vu, je savais que mon devoir restait inchangé. Ma mission était claire, protéger les secrets de l'État à tout prix. Peu importait ce que je ressentais ou pensais, je devais avancer, faire mon travail, et veiller à ce que rien de ce qui se passait dans ce laboratoire ne soit jamais dévoilé. Mais au fond de moi, une question commençait à germer. En accomplissant cette tâche, est-ce que je servais vraiment ma patrie, ou étais-je simplement complice d'un cauchemar qui n'aurait jamais dû voir le jour? Avec le temps, je m'adaptais aux opérations du laboratoire. Malgré l'horreur ambiante, la routine s'imposait, devenant presque normale. Chaque matin, je m'assurais que les gardes étaient à leur poste, que les cages renforcées étaient bien sécurisées, et que toutes les mesures de sécurité étaient en place pour toute éventualité. Les procédures étaient strictes, personne n'entrait ou ne sortait sans autorisation, et toute anomalie devait être signalée immédiatement. Le laboratoire était hermétiquement clos, comme s'il n'avait jamais existé. Quant à Alexei Morozov, bien qu'il restait l'homme arrogant que j'avais rencontré dès le premier jour, il commença à se rapprocher de moi, non pas parce qu'il avait changé, mais parce que nous partagions un fardeau commun. Nous avions tous deux sacrifié nos vies pour l'État, abandonnant toute possibilité d'une vie normale. Victor, nous sommes deux hommes sur le même chemin, me dit-il un jour, alors que nous observions les créatures dans leur cage à travers les moniteurs. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la grandeur de notre pays. Mon plus grand accomplissement a eu lieu ici, dans ce laboratoire. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons réussi à transcender les limites de la science conventionnelle. Nous avons créé quelque chose de nouveau, quelque chose de supérieur. Bien que je savais au fond que ces paroles provenaient d'un homme obsédé par son travail, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine identification à son égard. Moi aussi, j'avais sacrifié tout pour ma carrière, et tout comme lui, je croyais en l'importance de ce que nous faisions, ou du moins, c'est ce que je me disais. Cependant, je remarquai quelque chose de différent chez Alexei ce jour-là. Alors qu'il parlait avec fierté de ses réalisations, son regard s'assombrit un instant. « Mais il y a des problèmes, Victor, dit-il d'une voix plus basse. Le financement a diminué. Nous subissons des coupures de ressources et les scientifiques qui arrivent ne sont pas à la hauteur. La situation se détériore, je ne sais pas combien de temps nous pourrons encore continuer comme ça. » Je ne pouvais répondre, car je savais que ce qu'il disait était vrai, je le voyais tous les jours. Le laboratoire, bien qu'il continuât à fonctionner, montrait des signes d'usure. Les erreurs devenaient plus fréquentes, et le personnel était de plus en plus nerveux. Toutefois, Alexei reprit rapidement contenance. « Mais peu importe, dit-il en forçant un sourire. Nous devons continuer. Ce que nous avons créé ici est trop important pour que nous arrêtions maintenant. » Les jours passèrent, et les tensions continuaient de monter.
J'étais mentalement préparé à une catastrophe, sachant que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une question de si cela allait se produire, mais de quand. Puis, cela arriva. Un matin, lors d'une inspection de routine des cellules, un des gardes m'informa d'une anomalie. L'une des créatures les plus imposantes, une bête de plus de 2 mètres de haut, avait commencé à montrer un comportement extrêmement agressif. C'était l'une des créations les plus redoutées du laboratoire, un monstre au torse gonflé et aux bras aussi épais que des troncs. C'était l'un des premiers sujets de test à avoir survécu au processus, mais son corps avait subi des mutations extrêmes. Ses muscles semblaient sur le point d'éclater, et son visage déformé ne laissait plus place à aucune ressemblance humaine. La situation dégénéra rapidement. La créature commença à frapper les murs de sa cellule, ses hurlements résonnant dans tout le laboratoire. Les scientifiques couraient dans tous les sens, essayant de maintenir le contrôle, mais il était déjà trop tard. Avec un fracas assourdissant, elle brisa les portes de sa cage et s'échappa. Le chaos s'ensuivit. Les alarmes retentirent et les gardes armés se mobilisèrent immédiatement. Le premier homme qui croisa son chemin n'eut pas le temps de réagir. La créature le saisit d'une main et écrasa sa tête de l'autre comme si c'était un fruit trop mûr. Le bruit des os se brisant et le sang éclaboussant les murs déclenchèrent une panique généralisée. Les militaires ouvrirent le feu, les mitrailleuses résonnant dans les couloirs du laboratoire, mais la créature restait impassible. Ses mouvements étaient lents, mais sa peau déformée et résistante semblait impénétrable, chaque balle qui la touchait n'avait que peu d'effet. Il ne faisait que rugir de plus en plus fort, avançant lentement vers les hommes qui tentaient de l'arrêter. Au cours des minutes suivantes, le chaos s'installa. Les scientifiques criaient des ordres contradictoires tandis que les gardes luttaient pour contenir le monstre, mais c'était vain, les balles ne semblaient pas le stopper. C'est alors qu'ils décidèrent d'utiliser des gaz lacrymogènes. Un nuage de gaz se déploya, enveloppant la bête. Avec un dernier rugissement, la créature commença à tituber, ses énormes bras tombant de chaque côté alors que les effets du gaz commençaient à l'affaiblir. Finalement, après plusieurs minutes de lutte, ils parvinrent à l'immobiliser. Une équipe spécialisée, équipée de combinaisons de protection, s'approcha et la traîna de nouveau dans sa cellule. Tandis que le laboratoire retombait dans un silence troublant, je réalisais que rien n'était vraiment sous contrôle. À cet instant, je savais que, bien qu'ils aient réussi à capturer la créature, ce qui venait de se passer n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Les mutations étaient instables et imprévisibles, et chaque jour qui passait, les créatures devenaient plus fortes et plus intelligentes. Ce jour-là, alors que le chaos se dissipait et que les corps étaient retirés, je me confrontais à une réalité que je ne pouvais plus ignorer. J'avais une mission, m'assurer que tout cela restait caché, que le monde ne sache jamais ce qui se passait réellement à Tchernobyl. Mais il était évident que le laboratoire avait perdu le contrôle sur ses créations. Les conséquences seraient dévastatrices si nous ne prenions pas une décision radicale. Je restais là, à contempler les couloirs ravagés, conscient que j'étais au bord d'une décision impossible. Si je laissais les choses continuer, les créatures ne feraient pas que s'échapper du laboratoire, elles pourraient représenter une menace pour tout ce que j'avais juré de protéger. Mais agir pour les arrêter signifierait trahir le gouvernement, trahir ma mission. Le jour de l'incident, le général Vladimir Kolev arriva au laboratoire. Comme prévu, il avait toujours été connu pour sa froideur, mais ce matin-là, il semblait plus distant que jamais. En parcourant les couloirs dévastés, observant les corps mutilés et les installations endommagées, il n'exprimait aucune empathie ni préoccupation. À côté de moi, une équipe spécialisée dans l'élimination des restes indésirables s'occupait de ramasser ce qu'il restait du garde brutalement tué par la créature mutante. Cela ne change rien, déclara Kolev d'un ton implacable. Les expériences doivent se poursuivre. Il n'y a pas de marge d'erreur ni de place pour les faiblesses. L'Union soviétique dépend de ce que nous faisons ici. Ces paroles résonnaient comme des coups de poignard dans l'air glacé du laboratoire. Moi, Victor Ivanov, j'étais habitué à obéir sans hésitation, mais pour la première fois de ma carrière, ces mots me semblaient vides, creux. L'homme qui avait été assassiné, écrasé sans pitié, n'était qu'un autre sacrifice pour le système. Malgré mes doutes, j'aidais à réorganiser les opérations avec le personnel militaire. Nous révisions les protocoles de sécurité, renforcions les cellules et augmentions les mesures de surveillance. Pourtant, au fond de moi, je savais que tout cela n'était qu'une illusion. Nous pouvions renforcer les cages, doubler la sécurité, mais les créatures devenaient chaque jour plus puissantes et plus instables. Quelque chose de bien plus dangereux était sur le point d'éclater. Les jours suivants ne faisaient que confirmer nos craintes. Les mutants devenaient de plus en plus agressifs, frappant les murs de leurs cellules avec une fréquence alarmante, et certains avaient même développé des capacités que les scientifiques ne parvenaient pas à expliquer.
L'un d'eux avait commencé à montrer une force surhumaine, tandis qu'un autre semblait être immunisé contre la radiation. Il devenait de plus en plus évident que la situation échappait à notre contrôle. Les cages tremblaient sous la pression des créatures qui frappaient maintenant avec une intelligence que nous n'avions pas anticipée. Une nuit, après une journée particulièrement tendue, je croisai à nouveau Alexei Morozov dans l'un des couloirs les plus reculés du laboratoire. Malgré l'arrogance qui l'avait toujours caractérisé, son visage était marqué par l'inquiétude. Il semblait différent, plus vieux, usé par le poids de son propre travail. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il allumait une cigarette. « Je ne peux plus continuer comme ça, Victor, me confia-t-il en exhalant un nuage de fumée. Ce que nous faisons ici est allé trop loin. Ces créatures sont incontrôlables. » Il exigeait que le général Kolev parle aux autorités pour que nous prenions des mesures réelles afin de freiner la situation avant qu'il ne soit trop tard. Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. « Nous avons une réunion ce soir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je crains le pire. Le gouvernement soviétique n'est pas prêt à accepter un échec. S'ils pensent que cette situation représente une menace, ils n'hésiteront pas à prendre les mesures les plus extrêmes. » Je le regardais en silence, sachant très bien ce qu'il insinuait. À la KGB, les problèmes qui ne pouvaient être résolus de manière conventionnelle avaient tendance à disparaître, tout comme les personnes impliquées. Le lendemain, tout le laboratoire avait changé. Dès que je mis le pied dans les installations, je sus que quelque chose n'allait pas. Il y avait plus de militaires que d'habitude. Les couloirs étaient remplis de soldats armés, et les scientifiques semblaient avoir été relégués au second plan. Je cherchais le général Kolev, qui, comme toujours, me reçut avec son habituelle froideur. « Morozov ne fait plus partie du projet, me dit-il sans détour. Désormais, nous nous occupons de tout. » Ces mots me frappèrent avec la force d'un marteau. Je n'avais pas besoin d'explications, je savais exactement ce que cela signifiait. Morozov était mort, emportant avec lui notre dernière chance de contrôler le projet. Les jours suivants furent un désastre total. Les militaires tentèrent de prendre le contrôle des installations, mais ils n'étaient pas préparés à gérer ce qu'il y avait dans ces cages. Ils faisaient face aux créatures avec une force brute, tirant et utilisant des explosifs, mais les balles et les grenades n'étaient pas suffisantes. Les bêtes n'étaient pas seulement puissantes, elles étaient aussi intelligentes. Elles savaient comment s'échapper, comment attaquer les points faibles des cellules, et comment semer le chaos dans le laboratoire. Une à une, les créatures commencèrent à se libérer de leur prison. Les alarmes retentissaient, les lumières clignotaient alors que les générateurs échouaient sous la pression. Les cris des soldats et des scientifiques se mêlaient aux rugissements inhumains des monstres. Chaque couloir, chaque salle du laboratoire se transforma en un véritable champ de bataille. Les équipements de laboratoire étaient détruits, les portes renforcées arrachées de leurs gonds. L'enfer était déchaîné sous terre. Il y avait des moments où il semblait qu'il n'y avait aucune échappatoire. Les créatures attaquaient avec une férocité que nous n'avions jamais anticipée. Une bête particulièrement grande, recouverte d'écailles déformées, brisa les barrières de sécurité et écrasa plusieurs soldats avant qu'ils ne puissent réagir. Les gardes, dans un effort désespéré pour l'arrêter, lancèrent une rafale de balles qui à peine entamèrent sa peau épaisse. Je vis comment elle arrachait les membres des hommes comme s'ils n'étaient que des poupées de chiffon, tandis que le sang peignait les murs. J'essayais de garder le contrôle, continuant à donner des ordres pour organiser les soldats, mais tout cela était futile. Le laboratoire était condamné. Ce n'était plus seulement un risque pour le personnel, mais pour la société entière. Si ces créatures réussissaient à s'échapper à l'extérieur, il n'y aurait aucun moyen de les arrêter. Tchernobyl, Pripyat et toute ville voisine seraient menacées. Le général Kolev, imperturbable, continuait à donner des ordres pour contenir la situation, mais je savais qu'au fond de lui, il envisageait déjà d'autres options. Je savais ce dont le gouvernement soviétique était capable pour protéger ses secrets. Et si tout tournait mal? S'il ne parvenait pas à arrêter les créatures, il ne resterait qu'une solution: éliminer toute trace de ce qui s'était passé dans ce laboratoire, y compris nous tous. Je sentais le temps s'écouler. Les créatures étaient hors de contrôle, le laboratoire était devenu un champ de mort, et je me retrouvais coincé au milieu de tout cela, face à un choix impossible. Si je suivais les ordres, je pouvais mourir avec tous les autres, mais si je désobéissais, le sort de bien d'autres était en jeu. Tchernobyl, Pripyat, tout était en danger. S'emparant du laboratoire, le général Kolev convoqua une réunion extraordinaire. Dans la salle se trouvaient tous les scientifiques, les gardes, des hauts responsables du gouvernement, et la CAB. La tension était palpable et chacun attendait les mots du général qui déciderait de notre destin. Toujours imperturbable, il annonça: « Le gouvernement a décidé que nous devons agir maintenant, avant que la situation ne devienne incontrôlable.
Nous utiliserons la centrale nucléaire de Tchernobyl pour provoquer une explosion. Le monde croira qu'il s'agit d'un accident, et l'évacuation de Pripyat garantira qu'il n'y ait aucun témoin de ce qui s'est passé ici. Le laboratoire sera également détruit. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Nous savions tout ce que signifiait une telle explosion. Non seulement elle effacerait toute preuve des expériences, mais elle condamnerait aussi à mort des milliers de personnes innocentes. Il n'y aurait pas de survivants pour raconter la véritable histoire. Malgré l'horreur qui m'envahissait, je ne pouvais ignorer que si ces mutants parvenaient à s'échapper, le désastre serait encore plus grand. Je regardais autour de moi, les scientifiques se débattaient frénétiquement, tentant de sauver ce qui pouvait l'être de leur recherche. Des années de travail s'évanouiraient en un instant, emportant avec elles l'héritage de tout ce que nous avions créé. Le laboratoire, qui avait été un berceau de découverte, serait réduit en cendres. Morozov avait eu raison de craindre ce qui arriverait si les choses tournaient mal, et nous y étions. Les expériences avaient échappé à tout contrôle et la seule solution envisagée était la destruction totale. Pour ma part, je ressentais un vide. Mon devoir avait toujours été de protéger les secrets de l'État, mais cela, c'était différent. Je savais que ce que nous étions sur le point de faire était dévastateur. Accepter l'explosion comme unique solution revenait à reconnaître que nous avions échoué, que tout ce que nous avions accompli jusqu'à présent n'avait d'autre fin possible. Le général Kolev ne partageait pas mes doutes, il était résolu. Cela doit se terminer ici, dit-il en nous regardant avec sa froideur habituelle. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La tristesse s'empara de moi. Je savais qu'il n'y avait pas d'autre option, l'explosion était la seule solution, mais cela ne la rendait pas plus facile à accepter. Tandis que les scientifiques couraient pour sauver ce qu'ils pouvaient, je restais là, conscient que tout ce que nous avions créé était condamné. L'explosion était programmée pour l'aube du 26 avril. Dès le jour précédent, tout était mis en œuvre pour faire en sorte que la catastrophe semble un accident. Sous Pripyat, au cœur du laboratoire, le chaos s'empara des lieux. Les scientifiques abandonnaient leur poste, courant vers les sorties, tandis que les créatures mutantes, enragées et souffrantes, brisaient leurs cellules. L'air était chargé de cris, de rugissements et de coups de feu. Les militaires restants tentaient de contenir les bêtes, qui, jadis humaines, étaient désormais des monstres déformés par les expériences. Bien que leurs corps fussent méconnaissables, Victor pouvait percevoir quelque chose dans leurs yeux, des larmes. Malgré leur transformation, ils ressentaient encore la douleur. La sang s'écoulait de leur corps enflé et déformé, tandis que leur peau brûlée jusqu'à l'os accentuait l'horreur de l'existence à laquelle ils étaient condamnés. Chaque tir résonnant dans les couloirs était un rappel brutal de ce que nous avions fait. Nous avions créé des monstres, certes, mais nous avions également détruit des vies. Victor observait comment, un à un, ils tombaient en essayant d'échapper à leur prison. Leurs mouvements maladroits et désespérés étaient le reflet des années de torture et d'expérimentation. Ils étaient des victimes, et maintenant nous, les artisans de leur souffrance, étions en train de finir ce que nous avions commencé. Victor, avec une petite équipe de sécurité, tentait de maîtriser le chaos tandis que les scientifiques fuyaient vers la surface. Il restait en arrière pour tenter de fermer les dernières issues du laboratoire, les créatures ne devaient pas s'échapper, sinon tout le plan s'effondrerait. La minuit approchait, et nous avions scellé la majeure partie du laboratoire, laissant les créatures piégées dans les profondeurs. Les bombes avaient été placées à des points stratégiques du complexe souterrain, et il ne manquait plus que l'ordre du général Kolev pour procéder à la détonation, qui coïnciderait avec l'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl. Tout serait réduit en décombres, et le monde ne saurait jamais la vérité. Pendant ce temps, à la surface, le chaos commençait également à s'emparer de Pripyat. Les habitants, ignorant de la réalité de la situation, étaient évacués à la hâte. La peur et la confusion s'étendaient parmi eux comme un nuage noir. Des familles entières s'entassaient dans les rues, rassemblant ce qu'elles pouvaient emporter. Certains pleuraient, d'autres regardaient simplement dans le vide, ne comprenant pas pourquoi ils devaient quitter leur foyer au milieu de la nuit. Victor les observait depuis l'ombre, ressentant une profonde tristesse. Il savait qu'ils étaient également des victimes d'une force bien plus grande. Leur vie allait être anéantie, et jamais ils ne comprendraient que l'explosion les transformerait en fantômes d'une histoire qui ne serait jamais racontée. La vérité mourait avec nous. Lorsque tout fut prêt, il ne restait plus qu'à attendre le signal. Le laboratoire était scellé, les bombes prêtes, il ne restait plus que quelques heures avant que tout ne prenne fin. Le moment tant redouté arriva à l'aube du 26 avril 1986. Le réacteur nucléaire de Tchernobyl explosa, projetant un nuage de radiation dans le ciel nocturne. Simultanément, dans les profondeurs de Pripyat, le laboratoire souterrain fut anéanti par une détonation contrôlée.
Les explosions parfaitement synchronisées atteignirent leur but, effacer toute trace des expériences ratées que nous avions menées pendant des années. Pripyat fut rapidement évacuée. Des familles entières partirent sans savoir qu'elles ne reviendraient jamais. Les autorités soviétiques publièrent un communiqué officiel déclarant qu'il s'agissait d'un tragique accident nucléaire. Les médias internationaux acceptèrent cette version des faits. Le désastre de Tchernobyl devint le plus grand accident nucléaire de l'histoire, mais ce que personne ne savait, c'est qu'au-dessous de ce rideau de fumée se cachait quelque chose de bien plus sombre. L'opération de dissimulation semblait avoir été un succès. Personne ne chercha à aller au-delà de ce que le gouvernement soviétique souhaitait révéler. Tandis que le monde pleurait les conséquences de la radiation, personne n'imaginait les aberrations qui avaient péri sous terre cette même nuit. Peu de temps après, je démissionnai de la KGB et du service militaire. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre avec ce que j'avais vu, avec ce que nous avions fait. Je me suis retiré dans un petit village à l'intérieur de la Russie, loin des grandes villes, loin de la surveillance constante du gouvernement. J'ai essayé de bâtir une vie paisible, éloignée des ombres que j'avais portées pendant des années. Pourtant, les cauchemars me suivaient. Chaque nuit, je revoyais ces créatures, ces gens que nous avions transformés en monstres. Les cris, le sang, leurs yeux remplis de douleur, tout revenait dans mes rêves. Le poids d'avoir dissimulé l'un des plus grands horreurs jamais perpétrés par l'humanité ne disparaissait jamais. Chaque jour qui passait me consumait un peu plus. La culpabilité, la certitude amère que nous avions commis un acte irréparable, ne me laissait aucun répit. Je ne me berçais pas d'illusions, je savais que ce que nous avions fait à Tchernobyl ne serait pas la dernière fois. Les puissances mondiales, y compris l'Union soviétique, continueraient à jouer avec la vie humaine, créant des horreurs à leur guise, en toute impunité. L'idée qu'à quelque part, quelque chose de semblable pourrait déjà se produire me terrifiait. Ce qu'il me restait, c'était un vide que je ne pouvais pas combler. La tranquillité que je cherchais ne vint jamais. Il ne restait que le silence de ce petit village et les cauchemars qui, nuit après nuit, me rappelaient que le véritable monstre, c'était moi.